Soyez bienvenus. Nous sommes très, très contents de vous avoir avec nous pour parler de théâtre et télévision. Et je voudrais d'abord faire votre mini-biographie. Evelyne Cohen est professeure émérite d'histoire contemporaine de l'École nationale supérieure des sciences et de l'information et des bibliothèques de l'Université de Lyon. Elle est membre du laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Ses recherches portent sur l'histoire culturelle, l'histoire des symboliques politiques et l'histoire de la télévision. Elle co-dirige la revue d'histoire culturelle 18e et 21e siècle. Elle est membre du comité de rédaction de la revue Société et Représentation, édition de la Sorbonne, ainsi que la revue Le Temps des médias, Nouveau Monde édition. Elle co-dirige le programme franco-brésilien de l'International Research Program. Elle a notamment publié avec Olivier Roger les politiques audiovisuelles de France de 1945 à nos jours, la documentation française de 2021. Elle a co-dirigé avec Anne Gangloff Succès et échecs de l'euroisation de l'Antiquité à l'actualité européenne, a publié chez Pur en 225. C'est très, très, très bon de vous avoir avec nous, Evelyne. Je vous remercie pour l'accueil et je suis évidemment très contente de pouvoir participer, même s'il y a des difficultés évidemment liées non seulement à la distance mais aussi au matériel évidemment. Donc c'est pour moi une occasion de reparler d'un sujet que j'ai croisé à plusieurs reprises autour de théâtre et télévision. Et ma communication va s'appuyer, parce que c'est la façon dont je travaille, sur des archives audiovisuelles et des archives écrites du théâtre à la télévision. Et ces archives écrites, il faut remarquer que c'est non seulement, si vous voulez, des programmes d'accompagnement, justement, des émissions, des diffusions, etc., mais aussi, depuis un certain nombre d'années, l'Institut national de l'audiovisuel reçoit les archives des réalisateurs, des metteurs en scène, et au fur et à mesure, il y a une énorme concentration d'archives à l'Institut national de l'audiovisuel, qui sont donc non seulement audiovisuelles, mais écrites. Le plan, il va se diviser en trois parties. En premier lieu, parler de la médiatisation du théâtre par la radio et la télévision, c'est ce qu'on appelle le théâtre médiatisé. Ensuite, deuxième partie, une chronologie du développement des rapports entre le théâtre et la télévision, avec des expériences marquantes qui ont été importantes au fur et à mesure depuis, on va dire, les années 30 jusqu'à aujourd'hui. Et puis enfin, j'évoquerai le théâtre conservé comme patrimoine que l'on peut exploiter justement grâce aux archives audiovisuelles et écrites. Le théâtre médiatisé, les débuts du théâtre à la radio d'abord. Là, il y a une image qui est assez symbolique et qui est une image véritablement pleine de relations, on peut dire, où on voit une famille réunie autour d'un poste de radio. La radio était un média populaire, un média très populaire, beaucoup plus diffusé. La télévision, elle s'est diffusée dans les foyers français à partir des années 60, mais la radio, dès les années 30, elle était très, très populaire. Alors, en ce qui concerne les expériences de théâtre radiodiffusé, l'essor donc a été précoce dès les années 30 au sein des classes populaires. Le théâtre, lui, s'est diffusé et rediffusé par la radio et on assiste finalement très vite à la naissance de ce que l'on peut appeler, et le mot est important, art radiophonique. Dans les débuts de la radio et de la télévision, il y avait la revendication que comme le cinéma est un art, la radio et la télévision pouvaient être des arts et donc des bons médias pour d'autres arts.
La télévision en France, elle a véritablement commencé à partir de 1945, mais aux États-Unis, il y avait déjà des expériences à partir des années 30, en particulier sur le canal NBC. En France, donc, des débuts difficiles pour le théâtre à la télévision, avec un peu l'idée que c'est vraiment une relation qui est presque une relation contre nature. Alors, par exemple, ça dure assez longtemps cette idée qu'il y a une difficulté de relation entre le théâtre et la télévision. Là, j'ai mis une citation qui est une citation du journal, publiée par le journal Le Monde, encore en 1993. Donc c'est finalement assez récent. Et le commentateur, le journaliste, qu'est-ce qu'il dit? Il y a comme une incompatibilité entre le théâtre et la télévision, comme si l'écran faisait écran au corps, à l'essence même d'un art où les idées sont faites chair. Le théâtre, c'est un peu comme le cirque. Il faut l'odeur, le grain de la peau ou bien du vêtement, l'être humain, sa perfection et son imperfection. Pourtant, le petit écran, donc la télévision, n'a cessé de vouloir enregistrer le théâtre, n'a cessé de le montrer, de vouloir le montrer. Donc, c'est pas le point de vue général, mais ça atteste les réticences qui existent pour justement faire que le théâtre soit diffusé par la télévision. C'est un peu comme si c'était contre nature. Voilà une ébauche de chronologie des relations entre théâtre et télévision. Il y a un lien que je ne vous ai pas donné, celui-là, mais que vous pourrez éventuellement retrouver, qui est une sorte de fresque chronologique, qui est très intéressant. Justement, une fresque chronologique de ces relations. Alors, il y a une époque qui, on peut dire, l'époque de gloire, qui est l'époque des années 50, 50-60, des dramatiques de télévision. Ensuite, une autre étape marquante, c'est justement la sortie, je ne sais pas quel nom utiliser, mais le nom qui a été utilisé par Marcel Bluval lui-même, qui est le réalisateur et metteur en scène, Don Juan, en 1965, c'est un téléfilm. Le titre est Don Juan ou le festin de Pierre. Autre expérience, l'expérience de l'Eurovision dans 14 pays en même temps et diffuser un spectacle qui s'appelle Pitchy Poi. Pitchy Poi en 1967. Pitchy Poi, c'est le nom que les déportés dans les camps d'extermination donnaient à l'endroit où ils étaient déportés. Autre complètement différente expérience, le spectacle très populaire au théâtre ce soir, 410 pièces, diffusées entre 1966 et 1986. Et enfin, des années 2000 à aujourd'hui, une profusion avec des succès d'écoute. Quelquefois, un spectacle de théâtre à la télévision peut avoir jusqu'à 8-10 millions de téléspectateurs. À l'échelle du Brésil, c'est peut-être pas beaucoup. Les taux d'écoute, je ne sais pas comment ils sont vraiment. Il y a donc cette première époque qui est l'époque dite des dramatiques de télévision. Les dramatiques de télévision, elles sont tournées en direct dans des studios de télévision avec des décors de studio. Il y en a une qui a été très connue et qui fait référence toujours, qui est restée comme gravée dans la mémoire des gens. En 1961, Jean Prat, P-R-A-T, il réalise pour la télévision la pièce d'Eschyle, Les Perses, et c'est un grand succès. Et c'est toujours cité encore aujourd'hui quand on veut parler de l'époque de gloire de la télévision. C'est la preuve que la télévision avait une volonté éducatrice, qu'elle voulait, le slogan à l'époque, c'était informer, instruire, distraire. C'est ça les missions de la télévision. Et cette diffusion des Perses d'Eschyle
Donc, c'est véritablement une référence et Jean Prat déclare: il faut faire des Perses à la télévision un spectacle moderne, un spectacle de type nouveau. Alors, cette adaptation, pourquoi est-ce qu'elle est importante? C'est pourquoi elle marque une date? Parce que d'abord, c'était des très très beaux décors, c'était absolument somptueux avec une musique de très grande qualité, l'Orchestre philharmonique de la radiodiffusion télévision française, des chœurs, des décors grandioses et aussi l'utilisation des ressources de la radio à la télévision, c'est-à-dire la stéréophonie. Et donc, c'est un spectacle qui joint les ressources de la radio et les ressources de la télévision. Alors, les acteurs ont des masques et ces masques, donc, ils sont vraiment, enfin, c'est très étudié, ils sont inspirés des bas-reliefs persans qui étaient contemporains d'Eschyle. Donc, il y a toute une série donc, d'éléments de qualité, on peut dire. Mais finalement, toutes les dramatiques ne sont pas les Perses d'Eschyle. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'alors que la référence, quand on vous parle des dramatiques, vous dites ah, les Perses d'Eschyle, en réalité, et ça c'est quelque chose que ma collègue Pascal Guachel a très bien étudié, quand vous regardez le répertoire des dramatiques à la télévision, il est extrêmement diversifié. Il y a des choses qui sont de beaucoup moins grande qualité, beaucoup moins classiques, etc. C'est un répertoire très diversifié. Donc, finalement, ce spectacle de Jean Prat et le spectacle des dramatiques, il pose la question comment représenter le théâtre à la télévision? Qu'est-ce qui différencie, c'est une des grandes questions de l'époque, des années 50-60, qu'est-ce qui différencie le théâtre à la télévision du cinéma à la télévision? Les premiers réalisateurs, ils ont été de télévision, ils ont été formés avec les techniques du cinéma. Si bien que souvent, d'ailleurs, ils trouvaient du travail à la télévision parce qu'ils n'en trouvaient pas au cinéma. Mais c'était des gens qui connaissaient vraiment bien les techniques du cinéma. C'est d'ailleurs le cas de celui dont j'ai parlé précédemment, c'est celui, le metteur en scène de Don Juan, c'est Marcel Bluval. Et il était entré à la télévision en 1949, il avait fait plein de dramatiques de télévision, certaines avaient été sélectionnées pour le Festival de Cannes. Ce qu'il veut, c'est faire connaître les classiques aux Français. Et donc, Marcel Bluval, justement, j'affiche là quelques images extraites du Don Juan, vous remarquerez l'appellation de téléfilm. Le téléfilm, c'est le nom que Marcel Bluval donnait lui-même à sa réalisation, à ce Don Juan. Mais il faut être attentif finalement aux termes qui sont donnés, parce qu'on peut parler de téléfilm, on peut parler de dramatique, on peut parler de pièces, on peut utiliser toutes sortes de termes, et ces termes renvoient justement à une difficulté d'identifier la chose. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle création, justement, du théâtre à la télévision qui n'est pas le film, et qui est un téléfilm? Et donc, il s'agit maintenant de passer, on dit, le directeur de la télévision le dit, il faut passer de l'ère artisanale à l'ère industrielle. Et donc, progressivement, les dramatiques vont s'adapter. Elles vont devenir de plus en plus un spectacle en soi, avec des techniques, par exemple, des usages répétés de gros plans, la multiplication des espaces, le recours à la voix off, toutes sortes de choses qui vont spécifier finalement les qualités du théâtre à la télévision. Finalement, c'est une pratique qui s'invente. Et en plus, pour conserver ces spectacles, qui quand même revenaient souvent assez cher, ça on va voir, c'est le cas par exemple de Don Juan, qui a été un spectacle très cher.
Pour le conserver, on va utiliser ce qu'on appelle le kinéscope. Le kinéscope, c'est comme le théâtre par nature, c'est quelque chose qui ne se conserve pas, surtout le théâtre à la télévision, ça ne se conservait pas. Donc, l'usage va se prendre de filmer le tube de télévision pour avoir un film extrait finalement de ces différents spectacles télévisés. Et ce kinéscope, c'est d'ailleurs ce qui nous reste de ces époques-là. Ça donne une image de l'écran de télévision un peu rogné aux différents angles, mais on a comme ça un film, alors soit en 16 mm, soit en 35 mm, qui est une copie, on peut dire, de ce qui a été diffusé à l'écran. Ça, c'est avant qu'existent évidemment les magnétoscopes, etc. Alors, progressivement, donc, ces dramatiques de télévision, ces téléfilms et tout, acquièrent, on peut dire, de l'autonomie et se développe ce que l'on peut appeler un art de la télévision. C'est ce qui est revendiqué par quelqu'un comme Marcel Bluval. À la télévision, il y a une grille des programmes. Dès les débuts, il y a une grille des programmes. Et sur la grille des programmes, il est prévu que le spectacle de théâtre soit donné au moins 2 fois par semaine. Jusqu'à 1964, il n'y a qu'une chaîne de télévision. À partir de 1964, il y en aura 2. Et donc, ces spectacles ont lieu les soirs où il y a un peu de liberté, le mardi et le samedi soir. Et il s'agit maintenant d'établir un équilibre au fur et à mesure d'ailleurs que les Français sont en train de s'équiper en appareils, en postes de télévision, établir un équilibre entre les œuvres de recherche et celles qui sont destinées à un plus vaste public. Donc, progressivement est en train aussi de naître l'idée que on ne fait pas un spectacle que pour les élites, on fait un spectacle pour ce qu'on commence à appeler le grand public. Alors, c'est dans ce contexte-là que Bluval va faire le projet du Don Juan, le Don Juan ou le Festin de Pierre. Donc, la référence à Don Juan vient de Molière. C'est une pièce composée de 5 actes qui représente la marche vers la mort d'un séducteur, Don Juan, qui est amoureux des femmes. Finalement, ça tourne en drame. Et ce que Bluval va restituer, c'est la marche vers la mort donc de Don Juan. La conception de Bluval, c'est de faire un spectacle de qualité. Faire un spectacle de qualité, donc il pense qu'il lui faut des moyens, un budget important, des moyens techniques importants. Et donc, il trouve que finalement, avoir du film en 16 mm, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut du 35 mm. Et finalement, il revendique auprès du directeur de la télévision, qui n'est pas tout à fait favorable, mais qui finit par céder. Voilà ce qu'il explique, Bluval. J'ai expliqué que je devais absolument, dans le dernier plan, montrer Don Juan tournoyant dans des cercles concentriques qui l'amènent au paradis ou en enfer. Je voulais quelque chose qui s'apparente aux spirales de Bosch dans la tentation de Saint-Antoine. J'ai expliqué que je ne pouvais réaliser ce trucage qu'en vidéo. De fait, le kinéscope 16 mm ne permettait pas une qualité optique suffisante. J'ai donc bénéficié d'un tournage complet en 35 uniquement parce que le dernier plan était en vidéo. Il est un petit peu, disons, on dirait de façon familière, on dirait un peu roublard. Hein. Il a un peu trompé le monde, mais ça va donner quelque chose qui va devenir une référence. Une référence parce que ça représente une avancée dans l'histoire du genre théâtral, parce que les termes utilisés donc, montrent bien qu'on est en train d'inventer quelque chose. Voilà ce que dit Bluval, le téléfilm m'a permis de concevoir la pièce comme une sorte de longue marche de Don Juan vers la mort, à travers tous les décors. Et il y a 5 lieux de décors et de tournage différents, ce qui est véritablement aussi, vis-à-vis du théâtre, et
c'est très intéressant. Donc, vous avez, alors je vais mis les imagettes que je vous ai mis sur l'écran. Ça commence par cet œil qui est l'œil finalement avec le triangle de la franc-maçonnerie. Et en fait, les, les scènes, elles se passent dans différents lieux, je vous l'ai dit, à Versailles, dans la forêt de Rambouillet, etc. Mais surtout à la fin, et c'est là que Don Juan va mourir, à Arc-et-Senans, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Arc-et-Senans, avec un pavillon qui est le pavillon de Claude-Nicolas Ledour, et il y a comme un rappel entre les yeux qui sont à l'intérieur de chacun des bâtiments et l'œil initial. Vous voyez les artistes, c'est pas n'importe qui. Michel Piccoli, Claude Brasseur, là on le voit pas, mais voilà, mais il est juste bon. Ça c'est une scène célèbre où Don Juan à cheval est devant un pauvre, donc qui l'humilie fortement. Et là, c'est le lieu de la mort de Don Juan, de sa marche vers la mort. Donc c'est le pavillon de Claude-Nicolas Ledoux à Arc-et-Senans. Et c'est resté véritablement, si vous voulez, si un jour vous avez l'occasion d'aller là-bas, à Arc-et-Senans, quand on y va, le lieu a gardé vraiment la mémoire de cette pièce de théâtre de Bluval. On croise Bluval un peu à tous les endroits. Et c'est devenu, y compris dans la librairie qui a été montée sur place, etc., c'est vraiment une référence. Il y a aussi la question du sens général de la pièce. Et le sens général tel qu'il est donné par Marcel Bluval, c'est qu'on peut rattacher cette pièce au contexte des années 1960. Et on n'est pas loin non plus des années agitées en France, des années 1968, etc. Et finalement, Buval voit Don Juan comme il provient d'une opposition frontale entre le fils et le père. Don Juan s'oppose à son père. Et donc, c'est typique de ces révoltes qu'il y a eu aussi dans les années 60. C'est travaillé, on peut dire, par ce contexte des années 60. C'était quand même aussi un communiste, hein, Marcel Buval. Alors, aussi, ce qui est très remarquable, c'est la musique de Mozart, avec différents mouvements de la musique, et de musique de très grande qualité, et cette musique est quasiment indissociable du texte. Alors, que dire de la réception de cette pièce, qui pour nous est restée vraiment comme une sorte de monument? Eh bien, la réception de la pièce, elle a été contrastée. Tout le monde n'a pas aimé le Don Juan de Marcel Buval. Il y a des critiques qui ont dit c'est comme un pantin. Ce Don Juan à la fin qui meurt, c'est ce qu'on dit une pièce à machine. Donc vraiment, il va vers la mort et tout ça. Certains n'ont pas aimé. Par contre, il y a eu des accueils très très positifs et des accueils très positifs en particulier dans les milieux qui touchent les milieux scolaires. C'est resté une pièce pédagogique et encore aujourd'hui, diffuser Don Juan pour les professeurs, c'est quelque chose qu'ils font extrêmement volontiers. Et là où il y a eu un accueil vraiment très très bon, c'est, je ne sais pas si cette référence, vous l'avez, etc., mais ceux qui travaillent plus sur le théâtre et peut-être le théâtre en France, la mairie d'Aubervilliers, le théâtre de la commune d'Aubervilliers. Et dans ce théâtre, qui était dirigé à la fois par le maire Jacques Ralite et le grand metteur en scène qui a été Gabriel Garand, donc ils ont donné un accueil absolument enthousiaste et ça a contribué à la réussite et à la réussite en long terme justement de cette pièce Donjon. Une autre expérience dont je voulais parler, c'est celle de Pichipoy. Pichipoy, c'est donc en 1967 et c'est un spectacle d'Eurovision. Il y avait, a été lancé depuis 1962 des spectacles de théâtre d'audiovisuel qui s'intitulaient
le plus grand théâtre du monde, c'est-à-dire que c'était un spectacle, des spectacles, qui, année après année, étaient diffusés dans 14 pays, c'est plus vaste que l'Europe, y compris la Russie, c'est assez intéressant d'ailleurs. Et donc, ces spectacles, ils avaient les mêmes images dans les différents pays, mais pas les mêmes paroles. Ce qui permettait d'ailleurs aux Russes, aux Soviétiques de l'époque, de transformer éventuellement les spectacles qui étaient donnés à voir. Mais ce spectacle Pichipoy, avec un des réalisateurs très connus de l'époque, qui était Jacques Crière, hein. Jacques Crière était le réalisateur principal et il y avait dans chaque pays, 14 pays, un autre réalisateur. Donc une équipe de réalisateurs et un écrivain qui avait écrit donc le scénario. Cet écrivain s'appelait François Billedou, qui était quelqu'un d'assez connu. Et l'idée, c'est-à-dire que non, c'est un spectacle qui finalement avait une portée internationale, une sorte de communauté autour du théâtre. Et donc, ça a été, bon, c'est l'histoire, je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais on peut la trouver facilement. D'ailleurs, donc, ce spectacle-là, c'est un peu la trajectoire là, à travers les différents pays d'Europe et au-delà d'un homme qui sauve une petite fille à la recherche de sa mère, liée effectivement à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les 14 pays vont tenter une expérience, mais ça va être extrêmement difficile d'arriver à une œuvre commune entre les 14. Et donc, il y a des contradictions. Par exemple, il y a des pays qui ne veulent pas avoir des scènes qui ressemblent à l'extermination. Il y a donc l'idée aussi que celui qui est le réalisateur principal, Jacques Crière, il est un peu autoritaire et donc des difficultés d'entente. Mais au bout du compte, ça existe. C'est quelque chose que l'on peut voir, que moi j'ai vu. Et c'est tellement une expérience intéressante qu'à l'époque, à la télévision, il y a ce qu'on appelle le service de la recherche, et que le service de la recherche fait un montage de tout ça pour réfléchir à cette expérience de création de ce qu'on espérait à l'époque, une communauté de télévision. Une communauté de télévision autour du théâtre. Donc, je vais passer à une autre expérience. Et finalement, ce qui est intéressant dans ces années-là, c'est qu'il y a toutes sortes d'expériences, parce qu'aussi, on est content il y a une sorte d'engouement d'un nouveau média. Il va être une grande expérience qui va durer quand même 20 ans. C'est l'expérience de Au théâtre ce soir. De quoi s'agit-il? Il s'agit de, à la fois, un spectacle de théâtre qui se déroule dans un théâtre, qui s'appelle le Théâtre Marigny, et en même temps, le spectacle qui est diffusé par la télévision. Et il n'y a qu'une seule prise. Au théâtre ce soir, c'est donc une expérience avec un accord entre un théâtre parisien, le Théâtre Marigny, et la télévision. Et donc les gens, ils peuvent voir le spectacle soit chez eux, soit au théâtre. Et c'est un grand succès. C'est des spectacles très, très, très populaires. Et on invente ce nom qui est le téléthéâtre. Et en tout, il y a un site où on peut voir les titres de toutes les pièces. Il y a en tout 410 pièces qui ont été données par ce canal-là de Au théâtre ce soir. Avant-hier jeudi, dans la série Au théâtre ce soir de Pierre Sabag, la télévision vous a présenté une comédie de Michel Fermaux, Les portes claquent. Micro et caméra s'est rendu au théâtre Marigny et a assisté pour vous aux répétitions et à l'enregistrement de cette émission. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'Office de radiodiffusion télévision française est heureux, par la bouche de Pierre Sabag, de vous souhaiter la bienvenue au Théâtre Marigny. Au Théâtre Marigny, vous allez voir cet après-midi Les portes claquent de Michel Fermaux dans une mise en scène de Christian Gérard.
Mais si vous êtes confortablement installé dans ce théâtre, il est certain que vous êtes également dans un studio de télévision. Vous voyez des micros, vous voyez des projecteurs, vous en ferez encore plus. Et bien entendu, vous avez remarqué les caméras. Qui dit studio de télévision, dit émission. En effet, cette émission est enregistrée cet après-midi. Et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre collaboration, car vous êtes le public et nous vous demandons instamment de jouer votre rôle de public. Je veux dire par là qu'il faut que vous soyez vous-même. Oh non, ne craignez rien. Vous n'aurez pas de panneau silence, riez, applaudissez, il n'y en a pas. Si vous avez envie de rire, riez largement, franchement, vous nous rendez service. Si vous désirez applaudir, faites-le librement et franchement. Ne pensez pas au micro, ne pensez pas aux caméras. Faites-en abstraction, soyez vous-même. Pierre Sabag, une émission comme au théâtre ce soir implique 3 problèmes. Un théâtre, une troupe et les problèmes propres de la télévision. Comment les avez-vous résolus? Eh bien, ça a été assez difficile. Et d'après les différents problèmes, le premier dans l'ordre, c'était d'avoir le théâtre. Eh bien, le théâtre, j'ai trouvé, et j'ai bien heureusement trouvé le théâtre Marigny. C'est évidemment un théâtre qui permet, par sa construction, beaucoup de choses pour la télévision. Car nous pouvons disposer ici d'une 50aine de perches sur scène. C'est peut-être un peu technique, mais pour nous, c'est indispensable, c'est merveilleux. J'ai trouvé un jeu d'orgue double, sur lequel le chef opérateur peut travailler librement, facilement, et peut changer ses éclairages en cours de représentation sans coup férir. Donc c'est très intéressant. Alors Pierre Sabag, c'est pas n'importe qui, hein. Ça a été un directeur de la télévision, c'est une personnalité, etc. Et il s'est lancé dans cette expérience. Lui-même, dans sa jeunesse, il avait fait du théâtre. Les gens qui faisaient la télévision au début, ils étaient passés par le cinéma, par le théâtre, etc. Donc c'était des gens de culture, on peut dire. Mais c'est une expérience qu'on appelle le téléthéâtre, une expérience qui justement joint à la fois un spectacle dans un théâtre et un spectacle par la télévision. C'est donc le téléthéâtre et c'est resté une référence au point que maintenant l'expression au théâtre ce soir, on peut l'utiliser elle-même et en opposition, on peut dire quand on prévoit un spectacle, qui est un spectacle important, on dit ça sera, vous le regarderez de chez vous, c'est au théâtre chez vous. J'en arrive à la dernière période que j'avais dessinée. Entre les années 80 et les années 2000, on peut dire que c'est véritablement, il y a de nouveaux supports de diffusion. On est sorti de l'époque du kinéscope et maintenant on a le magnétoscope, on a la vidéo, on a le numérique et on a y compris la multiplication de supports type YouTube, etc. Donc finalement, c'est devenu beaucoup plus facile de regarder des spectacles diffusés par d'autres voies que le théâtre. Il y a de véritables succès d'écoute, on peut dire, hein. On a vraiment des grands succès d'écoute. Et aussi, on peut aussi s'interroger sur ce qui a fait débat en France à un moment donné, c'est les questions de la démocratisation culturelle. Les questions de la démocratisation culturelle, parce que finalement, il y a, y compris Augustin Girard, qui est une des grandes personnalités des politiques culturelles, lui, il déclare qu'il y a plus de démocratisation, finalement, par les moyens industriels et mécaniques qu'il y en a quand on veut. On connaît hein, les grandes déclarations, par exemple, au Festival d'Avignon en 1968, la difficulté de rayonner auprès de publics populaires. Donc, il y a un débat là-dessus, un débat sur finalement quel est le meilleur moyen de démocratiser le théâtre. La dernière partie, c'est le théâtre comme patrimoine. C'est un peu justement aussi la perception que l'on a à partir des années 80 et surtout des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, l'idée que le théâtre est aussi un patrimoine. C'est une expérience vivante à laquelle on assiste, etc. Mais l'idée que le théâtre, on peut en avoir une mémoire, est une idée qui est très importante. Et du point de vue justement des tâches qui sont assurées par l'Institut national de l'audiovisuel, là-bas sont conservées une série d'entretiens avec tous les corps de métier au fil du temps qu'il y a, tous les professionnels. Donc finalement,
l'idée que pour conserver cette mémoire du théâtre, il faut non seulement enregistrer, pour pouvoir rediffuser, et aussi avoir des entretiens pour comprendre les modes de fabrication. Donc, se développe aussi le spectacle des pièces enregistrées, des pièces rediffusées. L'idée qu'on a là une sorte de stock, un patrimoine, y compris patrimoine dont peuvent bénéficier finalement les gens de théâtre eux-mêmes. Parce qu'il n'est pas rare, par exemple, moi quand je vais à l'Institut national de l'audiovisuel, trouve des professionnels qui sont en train de revoir l'interprétation de tel ou tel spectacle, hein, parce que justement, c'est comme une école. C'est comme une école et ça garde une trace. Il y a aussi l'idée qu'on peut revoir pour apprendre. Ça, c'est une idée importante. Moi, j'ai gardé en tête beaucoup, j'ai fait une séance d'un séminaire avec Gabriel Garand. Gabriel Garand du théâtre de la commune d'Aubervilliers, qui est décédé un peu récemment. Et on lui a montré l'enregistrement de pièces qu'il avait contribué à mettre en scène. Il était émerveillé parce qu'il était d'une époque où ça ne se faisait pas. Donc, il y a aussi une sorte de magie de la conservation du théâtre, même si c'est une expérience, on peut dire, impure. Ce qui est aussi important, et maintenant de plus en plus, c'est un peu comme les séries télévisées. Il y a l'idée qu'on peut voir le théâtre à la maison. Il y a toute une publicité qui se fait sur justement, vous allez avoir pas au théâtre ce soir, mais vous allez avoir au théâtre chez vous. Hein. Donc là, c'est aussi une idée de conservation et de patrimoine. Et enfin, j'ai mis le dernier lien que j'ai mis, c'est le catalogue INA des différents types de spectacles qui sont conservés selon leur genre. Donc, je vais juste conclure hein, et puis on peut échanger. Donc, sur le fait que, de façon globale, si on regarde ce panorama, ce parcours qu'on a fait très vite, hein, entre les retransmissions et les créations, on ne peut pas caractériser ça de façon unique, globale, etc. La seule période qui est un petit peu sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est cette période dite des dramatiques de télévision, qu'on appelait aussi, et c'est très significatif comme terme, l'école des Buttes-Chaumont. Les Buttes-Chaumont, c'est le lieu des studios, et il y avait cette idée d'un théâtre qui enseigne, qui est instructif, qui forme la jeunesse, etc. Donc, l'époque des dramatiques, elle a une unité. On peut remarquer aussi de façon globale, si on conclut, l'importance des termes pour caractériser finalement ces différents types de spectacles. Et je pense que c'est intéressant, les hésitations qu'il y a quand on parle de téléfilm, quand on parle de pièces de théâtre, quand on parle justement, on utilise l'idée du théâtre chez soi, etc. Tous les mots sont véritablement extrêmement significatifs, tous les termes sont significatifs. Merci, Evelyne. Merci beaucoup. Il y a quelques questions. On va faire très rapidement parce qu'il y a une autre activité après. Il y a une question de Francisco Leocádio. Evelyne, alors, les premiers spectacles théâtraux étaient présentés avec une caméra fixe. Il y avait l'édition des images au vivant, je ne sais pas comment s'en dire, avec de close-up. Ou est-ce qu'il était filmé dans un théâtre ou dans les studios déjà? Dans les studios, c'est ça là, vraiment ce qui fait que c'est un spectacle de télévision, c'est que c'est filmé à l'intérieur des studios avec des décors adaptés aux studios. Les plans ne sont pas les mêmes, il y a des gros plans, etc., qu'on ne pourrait pas avoir autrement. D'accord, merci beaucoup. Evelyne, vous avez montré la forme des idées, le théâtre de la deuxième moitié du XXe siècle par la télévision. Est-ce que vous pouvez me dire mieux comment se conserve ce patrimoine? Où est-ce qu'on peut trouver ce patrimoine seulement dans les INA, c'est ça? Pas seulement à l'INA, il y a aussi à la Bibliothèque nationale de France, hein, mais qui a moins de choses.
Et puis, il y a des lieux spécialisés, hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'Institut mondial de l'édition contemporaine qui s'appelle l'IMEC, qui conserve un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que l'INA a une position hégémonique. Les théâtres eux-mêmes, ils conservent. Il y a les théâtres nationaux. Maintenant, il y a une obligation des théâtres nationaux d'enregistrer leurs spectacles. Après, la question, c'est de savoir l'accès qui est donné à ces enregistrements. C'est ça, c'est la difficulté, c'est ça que je dis. Je sais qu'il y a des institutions, mais c'est difficile de garder et montrer au public. Mais Absolument. merci de toute façon, merci. Mariodete Monteiro, elle pose une question sur l'expérience du théâtre. Pourquoi l'expérience du théâtre ce soir, c'est fini, est fini? Parce que c'était véritablement un spectacle, on peut dire, qui correspondait à une époque de la France, je crois. C'est-à-dire rechercher quand même un côté populaire majoritaire. Et les années de Gaulle, les années de Gaulle avec justement une grande majorité. C'est la même chose au Brésil. Cristina Grazioli, professeure de l'Université degli Studi di Padova, elle a dit que c'est intéressant de relationner cette expérience avec les inventions théâtrales, les inventions à distance, à expérimenter pendant la COVID, pendant la pandémie. Ouais, c'est très intéressant. Pendant le Covid, effectivement, il y a des acteurs qui ont continué à s'entraîner, hein. Des gens comme Tony Podalides, Jacques Weber, etc. C'est même présent, on peut le trouver en ligne, ça. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas se couper du théâtre, donc ils continuaient devant des salles vides, mais ça ne les dérangeait pas du tout, parce qu'y compris, il pouvait y avoir la télévision qui rediffusait. C'est ça, c'est ça. C'est très bien. Tout le monde remercie ta conférence, votre conférence, Evelyne. Et je suis ravie de t'avoir ici avec nous pour cette fermeture du colloque. Merci, merci, merci.